introduction, je vous propose de vous annoncer le prochain titre de la table ronde, comment l'agilité devient un super pouvoir stratégique, vaste programme. Et pour vous en parler, j'appelle tout de suite sur scène Valérie Piotte, directrice générale d'Atelvia Open Lab. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je suis Valérie Piotte, en charge de l'innovation et de la stratégie IA pour le groupe Altavia. Pour introduire cette session, j'ai cherché un chiffre qui soulignait l'accélération de la technologie et j'ai entendu une interview de Clara Chapaz il y a quelques semaines et je me permets de reprendre ses propos. Il a fallu 20 ans pour qu'un Français sur deux soit équipé d'un ordinateur portable. Il a fallu 2 ans pour qu'un Français sur 2 utilise un chatbot IA. 2 ans, 20 ans, c'est vertigineux. Et donc, comment, dans un contexte où tout va toujours plus vite, le retail arrive à se transformer et en même temps à délivrer une performance opérationnelle? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre avec nos invités. Et pour démarrer cette session, j'accueille Nathan Stern, le directeur des études du groupe Altavia, qui va nous éclairer sur le consommateur volatile et nous donner une définition de l'agilité du retail. Bonjour à tous. Merci beaucoup Valérie pour cette introduction. Je vais essayer avec vous de me poser cette question. Comment voler en zone de turbulence? Nous planifions au premier trimestre et au troisième trimestre. Le contexte a déjà muté. Les comportements clients se renversent désormais en quelques semaines et les préférences se réécrivent parfois en quelques jours. Et en tant que directeur des études, qu'est-ce que je peux apporter alors que le temps de conduire une étude, elle est déjà en partie caduque au moment de sa sortie? À moins que l'on ne puisse revoir notre approche des études et faire le nécessaire pour que chaque interaction avec un client soit une source d'enseignement, qu'il y ait une composante d'étude dans chaque acte de commerce, quelle que soit son échelle. Et finalement, quand le consommateur peut changer chaque jour, c'est peut-être chaque jour que l'on doit mettre à jour le modèle que l'on a de son comportement. C'est à cette condition que le commerce peut faire de l'agilité un super pouvoir stratégique. Et donc c'est cette vision d'un commerce qui n'a pas peur d'un consommateur qui mute toujours plus vite que je voudrais vous présenter. Je voudrais commencer par me demander si cette volatilité est vraiment nouvelle dans le champ du commerce. Parce que c'est peut-être quelque chose qu'on entend depuis toujours. Alors le fait qu'a évoqué Valérie me paraît être le fait le plus producteur de conséquences disruptives. C'est ce nombre d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT qui double en 6 mois, passant de 400 millions à 800 millions. Et bien sûr, l'arrivée des agents conversationnels réinvente radicalement le parcours d'achat dans tous les pays, sur tous les marchés, dans tous les secteurs, auprès de tous les segments de clientèle et pour tout type d'achat. On est donc dans un moment de l'histoire du commerce où on n'est plus dans des notions d'une diffusion rapide, on est dans des notions de reconfiguration à l'échelle planétaire en quelques mois de la totalité des parcours d'achat. Et de son côté, le consommateur a plus de cartes, plus de comptes, plus d'applications, plus de canaux pour faire ses achats que jamais. De tout temps, le client pouvait changer de boutique. La différence, c'est que le volume d'options disponibles et accessibles sont démultipliés. Il suffit d'un clic pour tester un nouvel acteur. On peut soudainement acheter dans un environnement dans lequel il n'y avait aucune notion de commerce, comme TikTok ou Instagram, et on peut conduire toute la phase d'instruction de l'achat dans un agent conversationnel. Donc ce n'est pas une volatilité par caprice, c'est une volatilité par exposition. L'offre est devenue liquide. Quels sont donc les facteurs qui peuvent accélérer le changement? Je vois au moins 3 grandes forces qui peuvent contribuer à cette accélération. La technologie, la cognition et la culture. Alors je commence par la technologie.
et spécifiquement l'IA. Que ce soit une bulle ou non, le fait est certain, on n'a jamais, dans l'histoire de l'humanité, autant investi dans le futur. On n'a jamais autant dédié de ressources à la production de nouvelles possibilités. Quand on met un tel niveau de capital pour inventer de nouveaux usages, on observe mécaniquement un surcroît considérable d'outils, de services, de fonctionnalités et d'occasions de changer de comportement. Le second facteur que je voudrais mentionner, c'est le facteur cognitif, l'état mental du consommateur. Chez les jeunes, on a moins de 20% des 8-18 ans qui lisent un contenu chaque jour. Moins de 20%. En gros, les écrans ont complètement gagné la bataille du temps libre et on sait que chaque heure d'écran supplémentaire dans l'enfance réduit de 10% la probabilité qu'on puisse devenir un lecteur. Chez les adultes, les chiffres ne sont pas bien meilleurs. On a 19% seulement des adultes qui ouvrent quotidiennement un livre pour en lire quelques pages ou davantage. Nous parlons donc désormais à un consommateur qui est désormais incapable de tenir un effort de concentration dans la durée. Il est sursollicité, il est surconnecté et sa capacité d'attention est complètement fragmentée. On peut le dire avec un peu de légèreté, le nouveau consommateur souffre d'un trouble du déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité. Il zappe, il scrolle, il passe d'une offre à l'autre, pas parce qu'il est infidèle, mais parce que le monde lui propose en continu des alternatives à un swipe, à un clic de distance. Troisième facteur, la désynchronisation culturelle. Le rapport au temps et à la consommation s'est profondément désynchronisé et déritualisé. Désormais, 75% des consommateurs préfèrent interagir avec les marques via des canaux privés et asynchrones. Asynchrone, ça veut dire que c'est à leurs conditions. Ils décident du moment de la semaine, du contexte spatial dans lequel ils vont vouloir interagir avec une marque ou avec un retail. Donc on ne consomme plus à heure fixe, on ne crée plus la relation dans des temps balisés, tout est devenu à la demande, y compris la relation à la marque ou au distributeur. On l'envisage toujours davantage comme un fournisseur d'accès à des produits et parfois à des services. Si on résume, le monde change plus vite que nos plans, le client change plus vite que nos études et nous continuons souvent à fonctionner comme si tout était stable. On est dans une situation où l'expérience finalement peut devenir un handicap si elle nous fait croire que demain ressemblera à aujourd'hui ou à hier. Dans ce contexte, l'agilité n'est plus un style de management, c'est vraiment une propriété, une attitude, une posture à adopter. Et c'est là que je voudrais défendre l'idée d'un commerce vivant, un commerce qui s'inspire du vivant pour trouver les réponses en adéquation avec ce nouveau contexte. Un organisme vivant ne survit pas parce qu'il fait des plans à 3 ans, il explore, il détecte, il teste, il observe, il ajuste et il recommence. En permanence, sans réunion de cadrage, sans comité stratégique, les acteurs qui résistent le mieux à la turbulence fonctionnent déjà comme cela. On peut prendre 2 petits exemples. Facebook, 21 ans, et plus jeune que jamais, avec ses 3 milliards de membres, un peu plus désormais. Chaque écran, chaque algorithme, chaque fonctionnalité est modifiée, testée et optimisée en continu, non pas en fonction de bonnes idées ou d'une vision, mais d'une manière aléatoire, comme dans le vivant. On teste au cas où ça marcherait. De même Amazon, 30 ans, toujours en expansion. Amazon ne cherche plus la bonne idée, il épuise systématiquement le champ des possibles comme un écosystème qui teste des mutations en continu sans forcément avoir de vision court terme ou moyen terme, simplement itérer indéfiniment à la recherche des opportunités. L'agilité dans ce cadre-là devient un super pouvoir au moment où elle cesse d'être un slogan, elle devient vraiment une capacité quasi biologique de l'enseigne ou de la plateforme. La capacité à apprendre plus vite que les autres, plus vite que le monde ne change, la capacité à sentir toujours plus finement ce qui fait plaisir au client, la capacité en somme à rester en intimité avec lui, même quand tout le reste bouge. Donc Nathan, pour terminer, comment concrètement, quelques tips, gérer ce commerce vivant, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc pour faire vivre un commerce vivant, je crois qu'on peut s'appuyer sur 4 leviers. Premier levier, l'exploration systématique des opportunités. On ne cherche plus à résoudre des problèmes, à relever des défis, on cherche
à ne pas tester des idées qui nous paraissent intéressantes. On ne veut plus être le goulet d'étranglement de cette créativité. On teste tout ce qu'on peut tester au cas où ça nous apprendrait quelque chose, au cas où ça marcherait, au cas où ça nous apprendrait quelque chose sur ce qui peut plaire aux consommateurs. Et si on appréhende le réseau de magasins comme un organisme, on peut envisager chaque point de vente comme un organe et chaque interaction avec un client comme une occasion d'essayer quelque chose. L'idée n'est plus on lance un projet une fois par an, mais on mène des micro-explorations en continu avec chacun de nos clients. Second levier, la mise en place d'un cadre d'observation passive. Désormais, les systèmes de caisse font de chaque magasin, comme de chaque site marchand, un petit laboratoire, et toute expérimentation peut instantanément livrer son surcroît de revenus ou son surcroît d'enrichissement ou d'insight. Mais on peut bien sûr enrichir ce cadre d'observation en multipliant les outils d'observation passif. Troisième levier, la multiplication des micro-expérimentations documentées. Concrètement, à quoi ça ressemble à une micro-expérimentation ? Ça peut avoir un caractère aléatoire, et je vais prendre 2 exemples à dessin qui peuvent paraître anecdotiques et qui ont tout changé. Chez Starbucks, par exemple, la dissociation du flux rapide des commandes et du flux plus lent des préparations a permis de passer à 0 le nombre de clients qui renonçaient à leur boisson parce qu'il y avait trop d'attentes, ils avaient déjà payé. Et l'impact est évidemment majeur. Deuxième exemple, des études récentes montrent que des miroirs de réalité augmentée mis dans la vitrine induisent jusqu'à 3 fois plus de trafic en magasin que des vitrines statiques. Les consommateurs qui s'y regardent ont 20% de chances supérieures de plus de passer à l'achat. C'est une mutation locale, testable, mesurable, et évidemment ça paye. Et ce sont exactement le type de micro-expérimentation qu'un réseau peut conduire en parallèle dans un grand nombre de magasins en comparant à un groupe contrôle, puis décliner les expérimentations concurrentes. Quatrième et dernier levier, la réplication de ce qui nourrit l'écosystème. Dans un organisme, toutes les mutations ne sont pas conservées. Il en va de même dans un commerce vivant. Une mutation qui augmente l'agrément ou qui augmente le revenu généré pour le retailer peut être comparée à un nutriment et elle va alimenter le prochain expérimentation. Donc cette agilité du commerce, on peut la mesurer, on peut compter le nombre de micro-tests par semaine, le nombre de collaborateurs habilités à proposer un test, le délai entre la mise en œuvre et l'obtention des résultats. Et bien sûr, plus votre enseigne, plus votre marque sera armée pour voler en zone de turbulence, plus elle pourra être un acteur du changement plutôt que de devoir s'y adapter et le subir, plus elle pourra faire vivre cette idée d'un commerce vivant, un commerce qui se soucie chaque jour de ce client, qui veut qu'on sache chaque jour, qu'on en sache chaque jour davantage sur lui et sur ses aspirations. Je vous remercie. Merci Nathan. J'invite désormais Sidney Palti, directeur général du groupe Altavia, à me rejoindre ainsi que nos invités. Nous allons voir comment Vincent Doumer, directeur général de Franprix, Tina Cadierno, directrice générale du groupe Rétif, et Claire Sidenier, directrice marketing, data et expérience client de Carrefour Service, arrivent à manager ce commerce vivant et à faire preuve d'agilité dans ce contexte de turbulence. Vous avez un micro ? Il y avait un micro là. Non. Vas-y, Sidney. Eh bien, bonjour à tous et merci à nos invités d'être parmi nous aujourd'hui. Peut-être pour commencer, si vous pouvez nous dire 2 mots sur qui vous êtes, alors vraiment en 1 minute, et puis peut-être quel est votre enjeu majeur. Tu peux commencer, Tina. Bonjour à toutes et à tous, je suis Tina Cadierno, directrice générale du groupe Rétif. Rétif est un groupe spécialisé dans la distribution B2B depuis 60 ans et j'ai rejoint le groupe l'année passée pour engager un plan de transformation massif de l'ensemble du modèle. J'ai aussi œuvré au sein de maisons comme Carrefour et Fnac qui elles aussi sont concernées par des enjeux de transformation importants. Bonjour, Vincent Doumer, directeur général de Franprix, avec donc Franprix, un des leaders de la proximité alimentaire en ville, donc très orienté proximité bien évidemment. L'enjeu principal pour Franprix, et je fais le lien avec la présentation de Philippe Aladi ce matin pour ceux qui l'ont écouté, c'est le
déroulement et la mise en place du plan Renouveau 2030 pour Franprix, qui s'oriente vers une vraie stratégie de B2B2C. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais qui est un vrai enjeu culturel de retournement de la façon dont on travaille avec nos franchisés, avec nos équipes. Et voilà l'enjeu majeur aujourd'hui, en tout cas, sur Franprix. Bonjour, Claire Sidonier. Donc moi, ça fait une vingtaine d'années que j'évolue dans le retail, dans plusieurs secteurs d'activité. Et j'ai rejoint Carrefour il y a un peu plus de 3 ans. Je dirige l'équipe digital, marketing et expérience client pour Carrefour Service. Carrefour Service, pour donner un peu l'échelle, c'est 1,5 milliard et ce sont les activités de diversification. On accompagne nos clients dans leurs moments de vie. Le voyage, la billetterie, la location de voiture, les cartes cadeaux, l'énergie, la seconde vie. On a de nombreuses activités. Et notre enjeu, c'est à la fois de maximiser la valeur client pour Carrefour, puisque ces clients services sont contributeurs à la valeur, consomment plus dans l'écosystème Carrefour. Et c'est de sécuriser la croissance de ces activités en faisant évoluer nos modèles de distribution pour aller capter ces fameux clients volatiles dont les usages sont en profonde mutation. Merci. Je vais rentrer peut-être dans le vif du sujet avec toi, Tina. Tu as parlé de transformation massive, je crois avec des résultats impressionnants au bout de 18 mois. J'ai entendu parler d'un lancement de concept en 6 semaines. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept et comment on fait ça aussi rapidement ? Alors, peut-être pour resituer un point de contexte de Rétif. Rétif, c'est une entreprise française qui est installée dans 7 pays en Europe et nous avons un réseau de distribution omnicanal, donc 90 magasins. Nous avons également une plateforme e-commerce qui détient aussi une marketplace, la première qui a été créée dans notre univers B2B avec Miracle il y a 11 ans. Donc un volet en fait innovant. Et nous avons également dans notre réseau de magasins des franchisés aussi que nous devons faire évoluer. Donc ça c'est notre contexte, je dirais, opérationnel, le modèle commercial sur lequel en fait nous travaillons. Le grand enjeu pour la maison Rétif aujourd'hui, c'est de réinventer notre modèle opérationnel et commercial à l'aune des grands changements. Enfin, des grands changements. Je dirais que finalement, le commerce, sa nature, c'est quand même le changement depuis des millénaires. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça s'accélère et nous devons nous adapter. Et nous devons adapter le modèle opérationnel et notre manière également d'adresser la transformation des magasins. Et nous savons que les magasins, c'est quand même pas ce qui est le plus agile par nature en termes de changement. Donc, dans le plan Rétif 28, nous avons un volet très important sur la transformation du retail, donc magasins, les intégrer en fait notamment. Nous avons des surfaces plus ou moins grandes, je dirais oui, plus ou moins grandes d'ailleurs, avec des enjeux de reformatage, donc probablement de contraction en fait des surfaces de vente, puisque, alors je pense que tout le monde subit cette année malheureusement une baisse de top line. Enfin, ceux qui sont en progression, je serais ravie d'avoir des recettes, mais en l'occurrence, je pense qu'on est plus dans une logique de baisse de top line, moins de trafic, moins de valeur en fait qui se crée, c'est une réalité. Et en parallèle, quand on gère des magasins, il y a quelque chose qui ne baisse pas, c'est les coûts d'exploitation, l'augmentation des loyers, le coût de masse salariale, etc. Donc l'enjeu, c'est d'imaginer et de poser vraiment un modèle opérationnel de magasin qui soit adapté évidemment aux besoins de nos clients, qui sont des clients B2B, donc avec un niveau de besoin et d'attention sur le sur-mesure, sur la qualité de service, sur l'accueil qui est encore plus exacerbé que dans l'univers du B2C. Alors déjà en B2C, il y a beaucoup d'attentes, mais en B2B, l'enjeu est très clairement bien au-dessus. Et donc aujourd'hui, ce fameux magasin dont tu parles, Sydney, qu'on a imaginé en effet livré surtout en fait en 6 semaines, c'est un format compact, 450 mètres carrés, en sachant que les magasins Rétif, ce sont des surfaces d'à peu près 1200 mètres carrés. Donc c'est 3 fois moins de surface. Donc comment nous arrivons à développer un trafic, une valeur de magasin qui soit économiquement viable, tout en présentant, je dirais, le nectar de la proposition produits et services de l'enseigne. C'est tout le challenge. Donc nous avons conçu un concept que j'appelle le petit musclé ou le compact Rétif New Generation, parce que c'est comme ça que le plan de transformation s'opère aujourd'hui chez Rétif. Et donc nous avons réussi à imaginer ce concept qui porte également un enjeu de partenariat avec
une enseigne qui s'appelle Promocash. Et donc, grâce à ce magasin, donc Rétif à Voiron et en association avec notre partenaire franchisé, nous avons lancé le premier retail park B2B de France. Il existe beaucoup de retail park B2C, nous le savons, c'est un peu l'enjeu du retail. Et donc, le point pour nous, c'est pas tant de tout proposer sous le même toit, c'est surtout de proposer les meilleures solutions B2B sur le même parking à l'ensemble de nos clients de proximité. Donc c'est ça la force, je pense, aujourd'hui du retail, en tout cas du modèle que nous sommes en train de réaliser. Alors, il va quand même au forceps. Enfin, quand on lance un magasin en 6 semaines, ça veut dire que forcément, on tord assez drastiquement la manière d'opérer habituelle. Donc, on change les habitudes. C'est clair, c'est des grands changements qui impactent les équipes, mais nous avons aussi travaillé avec un partenaire franchisé qui est un vrai entrepreneur. Je pense que la culture aujourd'hui de Rétif est bien celle qui s'ancre dans l'entrepreneuriat, et c'est ça aussi qui nous permet d'agir vite, en agilité. On a entendu parler tout à l'heure, évidemment, c'est un peu c'est cœur, être agile, s'adapter, et tout en étant focus sur le delivery, la séquence en fait delivery qui est importante pour nous. Donc c'est un vrai succès pour nous aujourd'hui. Les clients sont extrêmement contents parce que nous arrivons à leur faciliter leur vie. Ils se déplacent dans un magasin, mais ils ont toute la proposition de service sur un même parking, et ça fait toute la différence. Merci. Alors justement, en parlant du client, je ne pouvais pas ne pas te poser la question sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose de concret chez vous? Et c'est quoi vos stratégies d'implémentation? Alors oui, dans notre plan Rétif 28, nous avons 6 axes stratégiques qui sont fixés clairement, et au travers desquels en fait, nous avons établi une feuille de route. Et donc nous avons un pilier stratégique orienté tech, data, IA. Alors, je vous avoue que quand je suis arrivée l'année dernière, parler d'IA alors qu'on n'avait pas encore adressé la refondation de la maison, c'était un peu prématuré. Mais aujourd'hui, ça y est, nous avons lancé en fait un chantier dédié à l'accélération technologique et à l'usage en fait de l'IA sur 3 grandes dimensions clés. D'une part, l'IA en termes de use case sur des accélérateurs business, puisque nous pouvons, grâce à l'IA, aller chercher de la valeur incrémentale d'un point de vue business. Je vais vous donner un use case juste après. Le deuxième point est orienté sur la satisfaction client, en tout cas la maximisation de la qualité de service client et de la satisfaction. Et enfin, le troisième point, quand nous transformons une entreprise dont un principal objectif est d'abaisser le point mort, forcément, l'efficacité ou l'efficience opérationnelle est clé, et ça fait partie de la refondation du modèle. Et donc aujourd'hui, nous avons plusieurs use cases qui se tournent chez Rétif, dont nous sommes assez contents, puisque nous les avons lancés en mode hyper rapide. Chez nous, c'est le mot-clé, hein, c'est rapidité, efficacité. Et donc, notamment, nous avons lancé des agents conversationnels qui ne font pas de la relation client, en fait, qui appellent nos clients directement. Et c'est devenu un canal de vente complémentaire au magasin, à l'e-commerce, bien sûr. Et c'est en moins de 5 semaines, 4 semaines aujourd'hui, plus de 600 000 € de chiffre d'affaires réalisé incrémental. Et alors, moi, ma principale question ou inquiétude, enfin je peux parler d'inquiétude au démarrage, c'est de me dire, attention, si on fait appeler des agents conversationnels IA, donc, qui appellent en fait nos clients, hein, des VIP et bien d'autres, quelle va être la perception de nos clients? Est-ce qu'ils vont apprécier? Oui. Comment ça va être perçu? Ça, c'est un vrai enjeu. Eh bien, nos clients sont extrêmement contents parce qu'ils n'ont jamais eu autant d'appels. Alors, de Rétif, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est extrêmement qualitatif parce que l'IA a le temps, il y a du questionnement, il y a de l'interaction qu'apprécie en fait le client. Et lorsque le client veut aller plus loin, nous sommes capables d'aller en niveau 2, et donc ce sont nos équipes opérationnels qui peuvent prendre la relève. Donc ça, c'est un exemple, mais nous avons d'autres exemples en cours sur la génération de contenu automatisé via IA, notamment pour servir des enjeux alors de SEO. Vous savez tous que nous subissons tous la contre-performance en fait du SEO, et nous avons engagé d'ores et déjà chez Rétif
un projet en War Room autour du GEO, parce qu'il faut être certes SEO-friendly, mais maintenant nous sommes aussi sur des enjeux de GEO, puisque nous avons également beaucoup de trafic émanant des LLM déjà chez Rétif, et c'est vraiment un virage qu'il ne faut pas louper. Ce sont 2 cas, mais nous en avons un certain nombre d'autres, et il y a une cellule que je viens de monter et qui vise justement à nous permettre de prioriser des use cases qui vont nous permettre de nous améliorer très vite, durablement, pour réinventer en fait le modèle. Merci Tina. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Vincent. Donc Tina a mis 6 semaines pour sortir un nouveau concept magasin. Toi, tu as lancé le concept Oxygène l'année dernière. En combien de temps et quel a été le niveau de déploiement ? Alors, du coup, effectivement, on n'est pas du tout sur les 6 semaines, puisqu'on a commencé un travail préparatoire d'analyse 1 an et demi avant de sortir le pilote. Partant d'un constat, c'est que le modèle commercial précédent, Oxygène, avait des performances commerciales qui étaient plus à la hauteur de ce que nous souhaitions. Le Covid était passé par là, on avait des offres de restauration, on était précurseur chez Franprix dans les offres de l'hybridation et dans les offres de restauration dans les magasins. Ça avait perdu un peu de sa superbe pendant le Covid. Et puis tout simplement aussi, on accueille 1,5 million de clients par jour dans nos magasins et les magasins étaient rincés. Et donc il était nécessaire, bien évidemment, en fait, de réfléchir à un nouveau modèle commercial. Donc la méthode qu'on a appliquée 1 an et demi avant de réussir à lancer le pilote, enfin les 3 pilotes, ça a été de assez basiquement analyser de la data, où on a crunché plus 700 millions de lignes de tickets de caisse. On a organisé un benchmark européen pour regarder un petit peu ce que faisaient nos petits camarades à l'étranger, nos concurrents bien évidemment en France. Et puis, on s'est surtout appuyé sur nos franchisés, alors un petit peu comme tu le disais Tina, en co-construisant le concept, c'est-à-dire en tenant compte évidemment de leur vie sur le terrain, de leurs préoccupations premières. Et on a travaillé du coup avec nos franchisés. Alors les recettes ne sont pas miraculeuses, mais on a densifié l'offre, on a créé un nouveau parcours client, beaucoup plus court, beaucoup plus simple. On a créé une zone d'entrée qui est assez spectaculaire. Enfin, je vous invite à aller voir nos magasins. On en a 80 maintenant, magasins Oxygène. Donc, vous avez tout loisir dans Paris et région parisienne d'aller les voir. Avec une zone d'entrée qui accueille nos catégories de destination, que sont la restauration, l'apéritif. Franprix se veut être le leader de l'apéritif sur la proximité, les fruits et légumes bien évidemment. On a segmenté aussi nos magasins avec des magasins plutôt de dépannage, des magasins plutôt de courses, puisqu'avant chez Franprix, on adressait les magasins de la même façon, avec le même modèle, quel que soit le besoin qu'on pouvait avoir dans les magasins. Donc voilà, tout ce travail a été mené pour ensuite associer une agence de design, mais on ne l'a pas fait tout de suite, on l'a fait à un moment donné, puisque vous l'avez compris, le fait de refaire nos magasins, de les réactualiser d'un point de vue design n'était pas le maître mot, c'était véritablement d'avoir un modèle commercial ultra performant pour nos franchisés, pour nous aussi bien évidemment, pour pouvoir recréer du trafic dans les magasins. Et donc on a travaillé ensuite avec une agence de design et développé les 3 pilotes. Donc on a fait 3 pilotes puisqu'on a 3 segments et on s'est dit on va lancer 3 pilotes, un dans le segment de dépannage et un, les 3 segments que nous avions mis en place. Des résultats qu'on a analysés pendant 6 mois, donc de juin 2024 à janvier 2025, donc ce début d'année. Et depuis, on a ouvert 80 magasins, on en aura une centaine à la fin de l'année. Et l'objectif pour nous, c'est d'avoir 800 magasins, donc couvrir quasiment tout notre parc à 2030. Non pas 2028, mais 2030 chez nous. Voilà, et la création en plus de 200 magasins complémentaires pour continuer bien évidemment à se développer. Très bien, donc un nouveau concept magasin data-driven et surtout incluant le franchisé en tant que co-constructeur de ce concept. Est-ce que c'est la même chose avec le hub de service que vous souhaitez être ? Comment est gérée l'innovation sur les services de Franprix ? Alors effectivement sur les services, juste une petite précision, Oxygène, donc sur la partie B2C de la stratégie, c'est Oxygène évidemment qui la porte. Il y a un triptyque qu'on répète en longueur de journée chez nous, c'est courses, repas, services. Franprix aujourd'hui, c'est bien plus que les courses au quotidien, c'est aussi la restauration, mais c'est aussi les services. Et les services, on ne fait pas des services en fait pour faire des services, mais véritablement pour créer du trafic à magasin, pour générer du chiffre d'affaires et des revenus complémentaires à nos franchisés. Et en liaison un petit peu avec cette notion de la ville du quart d'heure, on se doit de proposer
à chacun de nos voisins voilà, une solution de service à proximité. Donc les services, c'est effectivement les colis, mais ce n'est pas que ça. On a 5 millions de clients aujourd'hui qui utilisent nos services tous les ans. C'est du gardiennage de bagages pour nos touristes. Ça va être la capacité de faire chez Franprix une carte grise pour éviter d'aller à la préfecture. Ça va être la capacité de faire du pressing aussi, d'amener ses couettes et autres parures de lit pour être non pas nettoyées chez Franprix, mais en tout cas pour servir de hub de service. Pour répondre, Valérie, à ta question sur notre organisation, c'est une personne, voilà, je vais le citer, c'est Thomas Jourdain qui travaille dans nos équipes et qui est le spécialiste des services chez Franprix. Et son rôle majeur, c'est avec toute sa connaissance qu'il a sur le business, ça va être de sélectionner les services. Parce que la difficulté, c'est pas de trouver de nouveaux services, on en a propositions quotidiennes sur nos bureaux, mais c'est trouver le bon service qui va faire son chiffre d'affaires, qui va payer son espace, parce que c'est ça la réalité, il faut que ça paye les mètres carrés dans le magasin, plus qu'une catégorie épicerie ou une catégorie frais. Donc ça, c'est important. Et puis que ça puisse évidemment rendre un réel service, c'est-à-dire apporter un vrai plus, et puis avec des conditions financières qui permettent, nous, Franprix, de nous rémunérer, mais de rémunérer aussi le franchisé. Donc équipe courte, donc ça fait partie aussi de l'agilité, donc une personne qui travaille sur le sujet et qui le développe bien, donc 5 millions de passages, et puis des innovations qui vont intégrer aussi beaucoup de tech, parce que l'idée dans nos services, c'est que ça prenne le moins de temps possible à nos personnels en magasin pour qu'ils puissent être dédiés au service à l'encaissement, puis au merchandising dans le magasin. Donc on veut des services qui ne prennent le moins de temps possible et dans lesquels le client va être l'acteur principal du service. Donc on a, je vais prendre un exemple, on a lancé récemment un service de reproduction de clés, donc qui s'appelle FrancClé, sur lequel on a développé avec notre partenaire SecureClé une application qui embarque une IA. Et donc, avec un système de scan, en fait, vous allez scanner la clé que vous voulez refaire. Et donc, l'IA va identifier parmi plus de 10 millions de modèles de clés la clé que vous avez, va vous faire automatiquement un devis. Tout ça dans un anonymat absolu, puisque la confidentialité majeure par rapport aux clés est importante. Donc, il y a un huissier virtuel digital qui va garder, en fait, le nom et l'adresse de la personne jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le colis soit fait, que l'étiquette soit apposée sur le colis pour qu'aucun humain n'ait connaissance du fait qu'il y ait une clé dans le colis, etc. Donc voilà, donc ce qu'on a développé avec FrancClé, qui permet évidemment en fait, d'amener de la tech et du coup aussi, bien évidemment, de la simplicité aussi pour la gestion de nos services en magasin. Ok, je vois que le temps tourne en 1 minute. Je sais que vous avez un enjeu aussi B2B par rapport à vos franchisés et vous avez changé ou fait évoluer votre gouvernance. Exactement. Donc le B2B avait été un petit peu abandonné chez Franprix puisqu'on l'avait très orienté sur le B2C depuis 2015. Et en réalité, le B2B est l'acte fondateur de Franprix. Franprix a été créé, c'était une offre de grossiste au départ, c'est-à-dire vendre des produits pour alimenter des magasins. Et donc le B2B2C, c'est effectivement le B2C, vous l'avez compris avec Oxygène, et le B2B, c'est redonner des lettres de noblesse à l'activité grossiste. Et qu'on a dit aux équipes culturellement, les gars, maintenant, il va falloir en fait non plus faire du B2C. Vous avez été recrutés pour faire du B2C, tous, au niveau du siège. Et maintenant, il va falloir faire du B2B. Donc, autant vous dire que ça a été quand même un petit peu violent. Et donc, culturellement, il a fallu amener tout ça. Et évidemment, et pareil pour nos franchisés. Donc, on a mis en place un système de gouvernance où on est dans la co-construction. Donc, co-construction avec nos franchisés. On a créé ce que l'on appelle des comités boussoles, donc pour donner la direction sur un certain nombre de sujets en matière d'offres, de promotion, de logistique, tout un tas de sujets qui sont travaillés en commun avec nos franchisés. On utilise aussi à minima WhatsApp, avec des groupes WhatsApp, avec des newsletters digitales aussi qui sont là pour animer complètement cette nouvelle activité. Et on crée un nouveau business en réalité, une nouvelle culture d'entreprise en faisant cela. Donc voilà, donc c'est tout ça qu'on a mis en œuvre. On a aussi redéveloppé les salons, des salons professionnels. On a un salon Franprix. On va avoir un salon, par exemple, des fêtes de fin d'année, un salon du vin en interne, auquel on invite tous nos partenaires franchisés, tous nos équipes, de façon en fait à recréer du lien, de la connexion au quotidien avec l'ensemble de nos parties prenantes, y compris bien évidemment nos fournisseurs qui jouent un rôle clé dans notre écosystème.
Super, merci Voilà. beaucoup. Donc de la tech, mais aussi beaucoup d'humains. La même chose avec Carrefour Service, je crois. Donc Claire, le portefeuille de services de Carrefour est assez large. Récemment, tu as lancé Carrefour Énergie. Qu'est-ce qui a motivé ce nouveau service et comment tu arrives à l'adapter dans un marché régulé et fortement concurrentiel? Alors effectivement, nous avons lancé Carrefour Énergie il y a maintenant 1 an et demi. Par choix, c'est un choix stratégique. Le logement et l'énergie, c'est le premier poste de dépense des ménages en France devant l'alimentaire. Et dans ces temps de tension sur le pouvoir d'achat, il nous semblait intéressant de pouvoir apporter une réponse. Par contre, on a pu le faire parce que nos clients ont confiance en la marque Carrefour. C'est vraiment le prérequis. On le mesure très régulièrement à travers nos baromètres clients. Les clients ont confiance et la marque Carrefour réassure. Donc on a lancé cette offre autour de 2 piliers pour minimiser le risque pour le groupe, à savoir un modèle partenarial. On s'appuie sur des experts à travers les différentes verticales de Carrefour Énergie. On a une offre de fourniture d'électricité, d'aménagement du domicile et de bornes pour recharger son véhicule à domicile. Donc à chaque fois, ce sont des experts qui opèrent et qui nous garantissent l'excellence opérationnelle et la satisfaction client qui est vraiment le prérequis pour nous. Le deuxième pilier, c'est notre capacité à s'adapter dans ce monde en turbulence, d'autant plus sur ce secteur d'activité qui est réglementé, mais la réglementation évolue très fréquemment. Les aides de l'État, on l'a vu ces derniers mois, ont évolué de nombreuses fois. Et donc, entre le moment où, à titre d'exemple, entre le moment où on a lancé Carrefour Énergie, le produit VAR, c'était le panneau photovoltaïque. Quelques mois après, les aides de l'État ont évolué. On a dû rapidement se mettre autour de la table et pivoter pour lancer une nouvelle offre phare pour prendre le relais. Donc, on a lancé l'offre d'aménagement du domicile avec l'installation de pompes à chaleur, qui est un segment de marché qui fonctionne très bien. Mais ça, on a dû le faire très vite. Et puis ensuite, on a lancé une offre d'électricité verte. Donc, vous l'aurez compris, dans ce secteur, l'agilité, ce n'est pas une option, c'est structurel et on doit au quotidien être prêt à faire évoluer nos produits et nos prix pour rester compétitifs. Okay. Merci. Un autre service sur lequel ça bouge pas mal, c'est Carrefour Voyage. On sait que les requêtes voyage dans les LLM, c'est assez fort. Donc, comment tu as adapté ton offre pour rester proche de tes clients et surtout en réponse à ces nouveaux comportements? Alors effectivement, 60% des clients ont déjà utilisé un LLM pour organiser leur voyage. Et le travel, c'est le 3e use case sur ChatGPT et consorts. Le premier, c'est la santé. Le deuxième, c'est les sorties, les loisirs. Et le troisième, c'est le travel. Donc, on se doit de faire évoluer le modèle. On travaille évidemment sur... on attend l'arrivée des AI Overview, qui est encore en France, mais ça ne saurait tarder. Et donc, le SEO traditionnel va faire place au GEO. On s'y prépare. Et c'est un enjeu très très fort. Donc la tech et l'IA sont un point d'ancrage très fort, mais ma conviction, c'est que l'humain doit rester aussi au cœur du modèle. Et donc notre parti pris, c'est de travailler sur la tech et l'humain dans le voyage. Donc la tech, on est en train de travailler sur une IA conversationnelle sur notre site Carrefour Voyage pour répondre aux attentes d'une recherche plus facile, langage naturel et également d'inspiration, puisque les clients ont besoin d'être inspirés. On travaille beaucoup la data. On travaille sur des scores d'appétence pour pouvoir répondre avec la bonne offre au bon moment. Mais l'humain reste au cœur du modèle. L'agence de voyage reste le plus gros du chiffre d'affaires de Carrefour Voyage. Le client a besoin d'être assuré. En France, les Français en ce moment, le chiffre est sorti hier, ils économisent 20% de leurs revenus. Ils économisent pour pouvoir partir en vacances. Et par contre, ils ne veulent pas se tromper. Ouais. Donc l'enjeu est assez fort, c'est j'économise toute l'année pour pouvoir partir et au moment où je pars, je ne veux pas me tromper dans mon voyage. Donc 60% des gens qui vont en agence, ils commencent leur recherche sur le web, mais ils finissent en agence parce qu'ils ont besoin de ce contact humain, d'être assurés. Donc l'IA va nous aider. On utilise aussi l'IA pour améliorer nos vendeurs, mais certainement pas les remplacer.
L'IA doit nous aider à accélérer, mais l'humain et l'agent, c'est lui qui va transformer et c'est lui qui garde le lien émotionnel avec le client qui est hyper important pour continuer à fidéliser. Très bien, donc on continuera à organiser ces voyages avec l'humain et pas qu'avec ChatGPT. Juste dernière question, cadence d'innovation au niveau des services. Comment tu as organisé ton équipe pour faire face à cette agilité ? Alors effectivement, on a un rythme assez soutenu du fait du nombre d'activités qu'on pilote. On a réorganisé l'équipe il y a 2 ans pour l'unifier et pour la rendre encore plus omnicanale, puisque pour chacune des activités, on a des magasins, mais on pilote 7 sites de e-commerce dans l'équipe. Et donc, il nous fallait mettre tous les leviers au même endroit pour ces différentes activités. Et donc, on a aujourd'hui, moi dans l'équipe, tous les leviers, donc du haut de funnel, de la notoriété, de la communication, à l'activation avec les plans d'action commerciaux, au CRM, à la fidélisation, sur tous les canaux de vente. Et on a intégré en milieu d'année aussi un lead data scientist, qui est évidemment une ressource qui est hyper précieuse, puisqu'il faut qu'on continue à mieux connaître nos clients, toujours et encore, pour pouvoir, encore une fois, adapter l'offre et avoir la bonne offre au bon endroit, au bon moment pour la même personne. Le sujet de l'hyper-personnalisation, il est au cœur aussi de nos enjeux, et la data nous permet de le faire. Cette orga, elle fonctionne bien. Maintenant, le quotidien, ça reste de réussir à gérer le bon équilibre entre le run, puisqu'on a un énorme niveau de delivery et il faut qu'on continue à garder un excellent niveau d'excellence opérationnelle. Ça, c'est clé, mais il faut aussi qu'on avance sur nos projets de build, c'est clé aussi, donc sur l'évolution de nos sites de e-commerce, on en a un qui est en refonte en ce moment, et sur tous les projets d'innovation. Donc ces 2 leviers-là sont importants. Et j'ai la chance d'avoir une équipe qui est vraiment ultra agile. On teste, on itère, on apprend, on continue à apprendre encore et toujours, c'est important. Et on est focus sur notre enjeu, le sens qu'on y met derrière et la performance. Et ce qui est super satisfaisant pour les collaborateurs, c'est de voir directement dans la performance et dans la satisfaction client le fait qu'on réussit ou pas. Et Carrefour Service a la chance d'avoir les meilleurs NPS de la boîte. On a des NPS autour de 75, donc ça fonctionne. Siné, en 30 secondes, parce que notre temps est compté, une petite conclusion. Alors je vais essayer de faire court parce qu'effectivement on est en retard. Bon, moi ce que je retiens, c'est que finalement c'est l'innovation qui permet de sortir la tête vainqueur de ces zones de turbulence. C'est exactement nous ce qu'on fait aussi, on s'inspire aussi de nos clients. Chez Altavia, c'est au centre de notre stratégie. On investit beaucoup. J'ai entendu aussi Nathan parler d'investissement massif pour le futur. C'est aussi ce qu'on essaye de faire, j'ai l'impression un peu tous, même dans des périodes compliquées, ce qui peut être un peu contre-intuitif. Écoutez, moi je vous propose de nous retrouver sur notre stand, qui est le C87, où on parle d'innovation, on montre ce qu'on fait aujourd'hui en investissement, du retail média, de la performance marketing locale, la digitalisation du marketing offline, et puis pas mal d'autres choses aussi. Merci beaucoup à tous, merci de votre présence, et puis merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup. Merci.